تمام كنتم احنا هوني في حوار مسجل en marge du congrès نتاع السي جي دي ومن العباد اللي كانوا حاضرين وخذاو الكلمه في الكونغري هذايا ليكونوميست الفرنسي واستاذ اقتصاد في السوربون في اختصاص الماليه دونك سبيسياليست كيستيون فينانسيير وايضا عنده مسؤوليات سابقه في الدوله الفرنسيه هو كان ايضا في الاو conseil donc des finances publiques etc. donc نجموا نقدموا بطرق مختلفة في ديسيرتين ضيفنا اليوم الصباح. Bonjour, merci d'accepter notre invitation sur les ondes d'Express FM. Bonjour, c'est vraiment un plaisir de parler aujourd'hui à Tunis, même si nous ne sommes pas physiquement exactement à Tunis, au bord de la mer. Donc, voilà, on n'est pas loin de la mer, on est à Kamat. Voilà. Alors, vous allez parler d'un nouveau modèle économique. Ça implique quoi, un nouveau modèle économique, ce rêve? Tout le monde parle d'un nouveau modèle économique, il faut revoir les choses, on ne peut plus continuer à avancer de la manière avec laquelle les choses sont faites aujourd'hui. Donc, c'est quoi ce nouveau modèle économique? Quels sont ses piliers, selon vous? Ce que je vais développer cet après-midi avec les jeunes dirigeants de Tunisie, c'est l'idée d'abord, qu'on a évidemment, comme vous le disiez, c'est très clair, on a une urgence climatique du point de vue mondial. Vous voyez, quand on se dit, est-ce que la mondialisation c'est fini ou pas? Non, la mondialisation elle commence parce que tous les humains aujourd'hui ont le même problème, c'est la question du dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique pose quoi comme question? D'abord la question d'un modèle économique. Un modèle économique qui a 8 milliards d'humains sur la planète, nous devons penser sans cesse le modèle pour 8 milliards. Pas simplement pour la Tunisie ou pour la France, pour l'Occident ou pour les pays d'Europe. Nous devons le penser pour le monde entier, c'est-à-dire un modèle qui permette le développement, on va dire, du reste du monde, notamment des pays les plus pauvres, et en même temps un développement durable. C'est-à-dire, vous voyez, la notion de croissance est évidemment essentielle parce que la croissance, elle veut dire que pour les pays les plus pauvres, dans l'ensemble du monde, il doit y avoir la lueur d'espoir. La lueur d'espoir, elle est très claire. C'est que les humains vivent mieux, que lorsque vous êtes père ou mère de famille dans un pays aujourd'hui considéré comme un pays pauvre, n'importe où sur la planète, vous ayez l'espoir que vos enfants vivront mieux que vous. Et peut-être en étant encore plus précis, que l'espérance de vie dans les pays pauvres augmente et rejoigne l'espérance de vie des pays riches. Ce sera ça l'objectif. Vous voyez, il y a une philosophie dans les CJD, c'est exactement cette philosophie dans laquelle je m'inscris. Le modèle que nous inventons doit être un modèle universel qui propose au reste du monde une espérance de vie, c'est-à-dire une possibilité pour chaque humain, là où il vit, d'avoir finalement la vie que l'on peut connaître aujourd'hui dans les pays les plus riches. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'un nouveau modèle économique, on parle forcément d'un nouveau modèle de performance. Donc, quel serait ce nouveau modèle? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui doit changer dans les performances de l'économie ou des entreprises aujourd'hui? Alors évidemment, je vais développer beaucoup plus longuement cet après-midi au CJD, mais ce matin, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce vers quoi nous allons, ce qui commence actuellement, de l'autre côté de la Méditerranée, en Europe, nous avons une directive qui entre aujourd'hui en action en 2024, qui s'appelle CFRD, c'est-à-dire l'idée que désormais, on va valoriser la manière dont on produit. Avant, on valorisait uniquement ce que l'on faisait, en disant tu vends combien, ça rapporte combien, ça permet quel type de dividende. Aujourd'hui, nous rentrons dans une ère où, à côté de cela, on va dire comment produis-tu? Est-ce que la manière dont tu produis est vertueuse, est considérée comme développement durable, c'est-à-dire applicable par la planète entière et permettant d'avoir et la production et la non-détérioration de notre planète, évidemment encore mieux, peut-être d'avoir même l'amélioration de la planète. Donc c'est ça la grande différence, c'est-à-dire que la manière de produire désormais va devoir faire l'objet non seulement d'une présentation, mais aussi d'une mesure. Ce qui veut dire quoi très concrètement? Ce qui veut dire que nous allons avoir, quand on va représenter la performance, l'activité classique et l'exigence de data, de données, qui vont démontrer que mon action est une action qui permet l'amélioration du fonctionnement planétaire. Si je prends un exemple, vous voyez, très concret et qui nous intéresse, c'est la Tunisie et la France, si je fais de l'activité utilisant l'hydrogène comme type d'énergie, qui veut dire évidemment une énergie verte, eh bien ça veut dire que là, utilisant l'hydrogène ou produisant l'hydrogène, ce qui, nous l'espérons tous, va être le cas massivement dans le sud de la Tunisie très bientôt, eh bien cela signifie évidemment que le CO2 économisé par ce biais-là est la data qui va permettre de mesurer que je produis de l'énergie comme on en produisait autrefois, mais avec cette fois un élément vertueux qui lui donne une valeur supplémentaire. C'est donc, vous voyez,
nouvelle performance, mais aussi nouvelle valeur qui est en train d'apparaître. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent de ce que nous connaissions jusqu'à maintenant, ou répétons-le, sur toutes les économies du monde, dans tous les pays, la première question qu'on pose à un chef d'entreprise comme ceux du CJD, quel est ton chiffre d'affaires, quelle est ta marge, quel est ton bénéfice, quelle va être ta capacité à rémunérer du financement? On va parler de financement justement, mais avant de parler de financement, alors j'ai plein de choses sur lesquelles je pourrais et je voudrais rebondir, je vais revenir sur l'hydrogène. Alors il y avait cette composante technologie dans votre réponse et cette question de durabilité. Alors je pense que ce sont des piliers fondamentaux si j'ai bien saisi votre réponse, de ce nouveau modèle économique. Alors pour la durabilité, alors ces objectifs, on va dire environnementaux, sociaux, quelles seraient les priorités à ce niveau-là, selon vous, pour les entreprises, pour les économies, pour une économie comme la Tunisie, par exemple? D'abord, je crois que vous avez eu raison d'avoir les deux termes, environnementaux, sociaux. On doit bien rappeler que là, nous sommes dans une problématique climatique qui dit qu'il faut changer de modèle économique. Mais en réalité, tant qu'à faire, il faut inventer un modèle beaucoup plus large, un modèle social, un modèle politique, un modèle de fonctionnement international qui soit le plus vertueux possible, ou en tout cas qui essaie de combattre les dysfonctionnements que nous connaissons aujourd'hui. Quand je parle d'un dysfonctionnement, ça peut être aussi tragique que la guerre que l'on peut voir apparaître dans des continents comme l'Europe, comme le Proche-Orient, encore de façon très récente. Donc ça veut dire effectivement que la question économique est une question importante. Elle est peut-être primordiale parce qu'on dit qu'il faut changer de modèle économique. Mais l'économie va transmettre ça au politique. Et quand je dis le politique, c'est le politique au sens le plus noble. C'est-à-dire celui qui va être au-dessus de l'économie et qui va dire « je dois inventer un nouveau modèle de société ». Lorsque vous êtes en train de dire du point de vue de la Tunisie, que devons-nous inventer? Un nouveau modèle global. Un nouveau modèle, effectivement, dans lequel l'économie va changer. Très concrètement, c'est ce qu'on va évoquer, nous, cet après-midi avec le CJD. Ce sont les entreprises, évidemment, qui sont en charge de ça. C'est les entreprises qui vont devoir s'approprier des nouvelles façons de fonctionner. Et peut-être on pourrait y rebondir dessus. L'élément crucial derrière, c'est la question d'innovation. C'est la question des apports scientifiques. C'est-à-dire la manière dont nous avons des outils incroyables à notre disposition actuellement qui permettent de fonctionner différemment. Mais ensuite, on a cette idée de dire, et si on en profitait pour que nos sociétés humaines, un pays comme la Tunisie, soient organisées de façon plus harmonieuse, de façon peut-être plus douce que ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Donc ça veut dire, vous voyez derrière, par exemple, un mode de développement, un mode d'habitat, un mode d'aménagement du territoire différent. Tout ça est ouvert devant nous. Et quand on parle de nouveaux modèles, c'est bien ça qui est en train d'arriver. Et ce que l'on voit bien, c'est que les humains, un peu partout sur la Terre, dans tous les pays, en Tunisie, comme en France, comme dans tant d'autres pays, aspirent à une autre manière de vivre. Et cette manière de vivre, ils veulent l'exprimer de façon qualitative. On revient à ma notion de data. C'est-à-dire la qualité de vie, ça ne s'exprime pas forcément en chiffre d'affaires. Mais cela étant, les humains savent très bien que c'est quelque chose que l'on peut mesurer avec des données réelles et que ce sont ces éléments-là qui vont devenir le tableau de bord. Le tableau de bord du politique comme le tableau de bord du chef d'entreprise. Alors, justement, aujourd'hui, les entreprises doivent comprendre que le monde est en pleine mutation, le monde est en train de changer. Alors, vous évoquez la question technologique. Quel rôle pour ces technologies qui ne sont pas encore approchées de la même manière ou d'une manière égalitaire par-ci et par-là? Donc, quel rôle pour toutes ces technologies? On parle de blockchain, on parle d'intelligence artificielle, etc. Quel rôle elles vont jouer dans ce changement, dans ce nouveau modèle économique? Vous savez, je suis à l'aise pour parler de ça en Tunisie, oui, parce que la Tunisie est un pays qui a parfaitement compris cette évolution. Vous savez qu'en France, quand on sait que nous avons par exemple besoin de spécialistes de la data, on les trouve de plus en plus, de mieux en mieux formés en Tunisie. La Tunisie est bien dans cette logique d'évolution vers des outils radicalement différents qui vont bouleverser complètement les modèles économiques, mais aussi les chaînes de valeur. Donc là, l'expression que vous aviez tout à l'heure, l'entreprise doit, c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent. L'entreprise, quelle qu'elle soit toute petite, quelle que soit son activité, parmi ceux qui nous écoutent ce matin, nous avons peut-être des chefs de toutes petites entreprises, des artisans qui vont dire « mais ça ne me concerne pas ». Si, ça nous concerne tous. Ce sont probablement d'abord les toutes petites entreprises qui sont, on va dire, la base de ce nouveau modèle. Mais ce que vous dites lorsque vous dites l'entreprise doit, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut rebondir par rapport à toute personne qui nous écoute et qui est un agent économique et en particulier un chef d'entreprise, même toute petite, c'est tu veux y aller ou pas? Tu comprends qu'il y a ce défi ou pas? Ce qui est très clair, c'est qu'on sent bien aujourd'hui que les entreprises qui fonctionnent comme avant, qui peut-être sont très contentes du fonctionnement ancien et qui auraient tendance à rester un peu similaires à ce qu'elles étaient avant, celles-ci auront des très graves difficultés.
Celles-ci auront du mal à trouver des clients et encore plus auront du mal à trouver du financement. L'entreprise et le chef d'entreprise et ceux qui sont à l'intérieur de l'entreprise doivent se dire, là nous avons un défi gigantesque. Nous avons une obligation de changement, comme vous le disiez à l'instant, dans mon activité, quelle qu'elle soit. Il va falloir que je m'empare de l'innovation incroyable qui est en train d'apparaître. Et évidemment, l'innovation incroyable, quand aujourd'hui on veut la résumer, celle qu'on va évoquer par exemple cet après-midi, mais c'est juste un exemple, l'intelligence artificielle générative. La nouvelle intelligence artificielle qui depuis 2 ans déferle sur le monde, c'est dans tous les métiers, quels qu'ils soient, y compris d'ailleurs dans le vôtre, y compris dans le mien, à l'université comme dans les médias, un changement d'une profondeur incroyable. L'entreprise doit se dire, je me saisis de cet outil, j'essaie de l'utiliser, ou j'ai peur, ou je refuse, ou je trouve tout cela inconfortable, et en réalité je resterai à l'entrée du nouveau modèle. Et malheureusement, l'ancien modèle, lui, va vite disparaître. Et là, effectivement, nous pouvons avoir des évolutions très très brutales, c'est-à-dire des entreprises qui seront écartées parce qu'elles ne correspondront plus aux nouvelles attentes. Je pense aux entreprises tunisiennes, par exemple, qui exportent et à qui on va demander de plus en plus « montrez-nous que vous produisez de façon vertueuse ». Celles qui ne le pourront pas seront coupées des marchés extérieurs. Celles qui, au contraire, auront anticipé, auront écouté cette émission de ce matin, diront « il faut que je réfléchisse à ça, il faut que je réfléchisse à la data, il faut que je réfléchisse à la manière dont je suis une toute petite entreprise, je suis un petit artisan, je suis concerné ». Et là, peut-être, effectivement, quand je suis un petit artisan, je n'ai pas le temps. La personne qui nous écoute va dire « mais je n'ai pas le temps ». Vous avez peut-être, alors à ce moment-là, un ministère, une chambre professionnelle qui va penser à cela pour vous. Quand elle va vous parler de tout cela, dans quelques semaines, quelques mois, pensez-y et dites-vous, pour m'ouvrir les marchés de demain, les marchés du futur, les très fortes croissances, je dois absolument, on va dire, parler la langue du futur. C'est-à-dire rentrer dans cette logique de nouveaux modèles. Alors, vous n'êtes pas philosophe, mais vous avez souvent, en tout cas, cette approche un petit peu philosophique. Donc je vais peut-être poser une petite question. Je vous coupe, hein, oui. C'est que depuis 1970, Paul Samuelson, les États-Unis sont... lapsus très intéressant. L'économie est devenue très mathématique. Les grands noms de l'économie du passé, Adam Smith par exemple, etc., sont d'abord des philosophes. À la base, les économistes sont des gens qui travaillent sur la philosophie. Alors depuis à peu près 70 ans, on considère qu'ils sont mathématiciens, en pensant que c'est une science. La philosophie est aussi une science, mais différente. Et vous voyez, j'accepte parfaitement la remarque que vous faites. Le mélange des deux serait excellent, d'ailleurs, exactement. De mathématiques et de philosophie. Donc, pour revenir justement sur cet aspect, alors, comment s'en rendre compte? Comment ces entreprises, parce que j'imagine, avec tout le potentiel, si on s'en rendait compte, on irait plus facilement vers ça. Mais si on ne le fait pas facilement, si on ne le fait pas encore, peut-être parce qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, comment s'en rendre compte Je vais utiliser le terme qu'on utilise dans la tech, c'est-à-dire les entreprises les plus en pointe dans cette évolution. Ceux qui viennent nous rejoindre, je parle, se rendre compte de tous ces changements qui sont en train de se faire, d'un nouveau modèle obligation du chef d'entreprise. Sur les questions technologiques. Hein, obligation du chef d'entreprise, obligation de ses équipes, obligation parfois provenant de ses clients, l'agilité. C'est-à-dire, je dois être dans un état d'esprit dans lequel j'accepte cette idée que mon business model, ma chaîne de valeur, va être remise en cause de A jusqu'à Z. Je dois sans cesse être prêt à cela. Si je me dis en fait, non, mon business model, moi, ne change pas, probablement j'ai tort. Nous sommes dans un très bel hôtel, dans un grand hôtel tunisien magnifique. Évidemment que l'hôtellerie, par exemple, le tourisme, le secteur du tourisme va devoir se dire notre business model va changer complètement. Ces nouveaux outils, les outils de la tech, etc., la manière dont on va les intégrer vont changer la manière dont nous créons de la valeur. Oui, ça veut dire que toujours, vous aurez le chiffre d'affaires, vous aurez toujours des gens qui vont venir dormir à l'hôtel. Mais vous allez avoir une manière, du point de vue économique, de représenter votre activité qui sera complètement différente. C'est cela, c'est cette espèce de veille continue en se disant toutes les générations, y compris les plus jeunes, n'ont jamais connu les bouleversements technologiques qui nous attendent. Jamais. Et donc, effectivement, quand vous allez vous appuyer sur le passé, vous allez dire, oui, d'accord, ce qu'il est en train de dire, oui, ça me rappelle quand Internet est arrivé. Parfois, vous savez, vous avez les chefs d'entreprise qui vous disent ça. Ils disent, non, ça ne vous rappelle rien. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus important. C'est-à-dire que si vous pensez que vous connaissez, là, probablement déjà, vous vous trompez. En revanche, si vous acceptez le principe, que vous êtes attentif, quel que soit votre âge, et là on voit bien que le chef d'entreprise, il doit avoir un état d'esprit, ce n'est pas une question de génération, mais un état d'esprit dans lequel il est ouvert. Et je le répète, un pays comme la Tunisie, la manière dont la Tunisie évolue, la manière dont elle fonctionne depuis maintenant des années, est logiquement une terre dans laquelle ce message-là est un message qui parle immédiatement. Parce que les gens vont dire, mais on est là-dedans. On est là-dedans, donc ça veut dire effectivement qu'on a raison, ça veut dire oui, que vous avez raison et qu'il fallait encore plus loin.
Alors, si vous permettez, on marque une courte pause face à l'Qsir ou Narjou, juste après la pause. J'ai envie, on va aller plutôt vers la fin de l'interview. Donc, revenir peut-être tout à l'heure, il y avait cette question du financement. Donc, nouveau modèle économique, donc peut-être nouveau modèle de financement, parce que c'est qu'il y a certainement beaucoup de banquiers qui nous écoutent à cette heure-là. Et puis, sur si on parle de changement, il y a une transition. Donc, comment elle se fait? Quels pourraient être les obstacles? Comment mener peut-être vers cette mise en œuvre d'un nouveau modèle économiك tel qu'il soit. Donc, voilà. فاصل راجعين مع فيليب ديسيرتين أستاذ الاقتصاد سوربون غني عن التعريف وكان موجود دونك نهار الجمعة اللي فات دونك اللي خلطوا علينا تو راهو حوار مسجل مش اليوم راهو باش يتكلم في الوقت اللي سجلنا فيه باش يتكلم من بعده هو وكان هذا نهار الجمعة اللي فات في الكونغري نتاع مركز المسيرين الشبان CGD. فاصل راجعين. مرحبا بكم الكل مستمعينا مازلنا مواصلين حاضر معنا فيليب ديسيرتين حوار مسجل en marge du congrès du CGD نهار الجمعة اللي فات أستاذ الاقتصاد بالسوربون في اختصاص المالية نحكيو على سو نوفو موديل ايكونوميك معناتها اللي كان نتكلم عليه الاسبوع الماضي في اللحظات الحقيقه نسجلوا فيها ومازال ما تكلمش هذاك عليه ممكن تسمعوه يقول بعد باش نتكلم دونك سجلناه قبل ما يقوم بالمداخله نتاعو في الكونغري du CGD. C'était pour planter un petit peu le décor, c'est enregistré et que au moment où on enregistre c'est un peu plus tard que vous allez prendre la parole au congrès du CGD. Donc nous parlions de ces questions de nouveaux modèles économiques, nous parlions des piliers de d'un nouveau modèle économique, nous parlions technologie, nous parlions durabilité avec des composantes environnementales, sociales assez fortes. Alors quand on parle de nouveau modèle économique, il y a cette transition. Donc comment les mener, comment se ferait cette mise en œuvre? Mais avant d'en parler, il y a un pilier assez important, vous avez évoqué la question de financement tout à l'heure. Donc est-ce que quand on dit nouveau modèle économique, forcément pour les entreprises, c'est un nouveau modèle de financement également? Absolument, et ça c'est fondamental. En clair, aujourd'hui, lorsqu'on est en train de regarder c'est faisable ou pas, c'est est-ce qu'on peut financer ou pas. J'étais il y a quelques semaines à la COP28 à Dubaï. Et là, l'ensemble du monde, les COP c'est vraiment passionnant parce qu'on a l'ensemble du monde qui est là, l'ensemble du monde ne parlait que de financement. En réalité, tout le monde a compris qu'on est en train de changer de modèle et qu'il faut le faire en accéléré. Et là, vous voyez peut-être que je suis en train de vous mettre en défaut sur le thème transition. Non, pas transition. On est dans une transformation accélérée parce que l'urgence ne cesse de croître. On n'a plus le temps d'une transition pas à pas. Et comment on peut avoir un vecteur ultra rapide de changement par le financement? C'est le financement qui va véritablement être au cœur de ce changement de monde que nous sommes en train de vivre. Et je crois qu'il faut le dire lorsqu'on est en Tunisie, lorsqu'on est dans ce continent, l'Afrique, on doit dire à quel point c'est une source d'opportunités extraordinaire, historique, comme probablement nous n'avons jamais vu. Les financements, aujourd'hui, vont aller là où on est en train de leur expliquer qu'on change de modèle. Et bien avoir conscience que les pays qui auront le plus de mal à changer de modèle, c'est les pays de l'ancien monde. C'est le vieil Occident, c'est l'Europe, c'est les États-Unis qui auront tellement d'intérêt à rester dans le modèle d'avant. Alors que des pays qui vont aller décider d'accélérer leur changement sont ceux qui vont capter le financement. Comment? En représentant de manière concrète. Et je sais que lorsque je dis concret, peut-être que parmi nos auditeurs, un certain nombre d'entre eux se disent « mais c'est abstrait ce qu'il me dit ». Non, c'est très concret. C'est de dire « je dois démontrer, je dois penser la langue financière en disant le financier qui aujourd'hui est en train de dire quel projet je finance, il a besoin de savoir, d'être certain que ce qu'il finance change le modèle. » C'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, si on est sur les notions strictement environnementales, qu'on consomme moins de carbone, qu'on va consommer moins d'eau, que l'on va avoir une énergie qui sera une énergie décarbonée. Mais tout ça, ce ne sont pas des déclarations, ce sont des démonstrations. Au cœur du financement, comme au cœur de la logique économique, c'est la remontée de données, de data faites par les acteurs économiques qui va être primordiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un petit artisan et j'utilise des ampoules à basse consommation. Ça, c'est de la data qui va démontrer que je consomme moins d'électricité. C'est cet élément-là qui va me permettre demain de demander un financement, évidemment, pas uniquement lorsque je vais parler de mes ampoules, mais de façon plus large, quand je vais demander à financer mon activité. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on a ce changement qui est en train d'arriver par la finance. C'est-à-dire que tous les grands gestionnaires d'actifs du monde aujourd'hui vous disent d'accord, vous avez un projet, je suis désolé. La première chose que je dois mesurer, c'est vos données extra-financières. On les appelle extra-financières d'ailleurs. Impact. Exactement, vous avez le terme exact, l'impact, la mesure d'impact. Et c'est probablement mieux que ce terme extra-financier que je suis en train d'utiliser parce que extra-financier c'était avant. Maintenant c'est totalement financier. Un grand fonds, un grand gestionnaire d'actifs vous dit démontrez-moi. Ah,
vous arrivez avec un projet auquel vous avez pensé de la sorte, c'est-à-dire vous ne devez pas évidemment attendre que le financier vous dise « Excusez-moi, je n'ai pas vu vos données extra-financières, qu'est-ce que vous faites ?» Parce que là, vous êtes déjà en défense. Si vous arrivez en disant « Voilà, j'ai tel projet qui est fondamental pour mon pays, qui est fondamental pour mon continent, qui est fondamental du point de vue mondial, mais je vous montre les mesures d'impact que je mesure et que je vais mesurer tout au fil du temps, qui vont vous démontrer, vous financiers. Et là, on n'est pas du tout, voyez, dans quelque chose qui serait simplement de la philanthropie. C'est pas juste parce que je pense que c'est bien, c'est pas juste parce que je pense, on va parler de tout ça tout à l'heure avec les jeunes dirigeants, c'est que celui qui finance va dire c'est comme ça que je crée de la valeur, c'est comme ça que je vais avoir une rentabilité de mon investissement. La rentabilité nouvelle va être décuplée par cette démonstration. J'ai un hôtel qui utilise moins d'eau, j'ai un hôtel qui va par exemple purifier l'eau que j'utilise. Eh bien ça veut dire que je vais avoir un financement non seulement pour les machines à purifier l'eau, mais pour l'hôtel en général. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que celui qui finance dit plus cet hôtel est vertueux dans l'utilisation de l'eau, plus si on le revend, il vaudra plus cher. C'est-à-dire la plus-value ne sera pas associée au nombre de clients que j'aurai dans l'hôtel, mais au fait que de plus en plus d'investisseurs vont dire cet hôtel, je le préfère à tous les autres. C'est cette création de valeur nouvelle qui est en train d'apparaître au niveau mondial. Pour une zone comme l'Afrique, elle doit se dire qu'en réalité, derrière cette création de valeur, elle n'a pas à mettre du chiffre d'affaires. Elle n'a pas à mettre, comme elle faisait jusqu'ici, des fonds propres. Elle a à mettre de la data. Je démontre que dans les hôtels tunisiens, je prends cet exemple parce qu'évidemment je suis dedans, mais je suis dans des hôtels tunisiens qui utilisent de façon de plus en plus vertueuse l'eau qui est à ma disposition, qui est le bien, un des biens les plus précieux dans ce pays comme dans beaucoup de pays du monde. Eh bien là, vous êtes en train de créer une valeur nouvelle. Et cette valeur nouvelle, c'est celle-ci qui va intéresser, qui intéresse d'ores et déjà les gestionnaires d'actifs, les financiers du monde entier. Là, j'avais une question que j'avais envie de poser, mais vous y répondiez il y a quelques instants indirectement, sans même que je la pose, c'est-à-dire cet impact sur le bien-être, cet impact social, cet impact sur l'équité sociale. Donc, à chaque fois, il va être mesurable. À chaque fois. C'est ça, tout je à dois fait. avoir de la donnée mesurable. N'oubliez pas, ça veut dire que quand je dis donnée, se pose immédiatement la question d'après. L'élément dans lequel aujourd'hui se concentre la valeur et qui devient d'ailleurs un enjeu stratégique, parfois même, je dirais, j'utilise le mot avec gravité, un enjeu militaire, c'est le data center. Pourquoi les data centers deviennent des gros enjeux? Parce que le monde est en train de comprendre à quel point nous avons ici les vecteurs de valeur de demain. Et je crois, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, le rythme de changement, on doit comprendre à quelle vitesse c'est en train de se faire. Peut-être ce qui l'illustre, vous allez me dire, c'est quelque chose qui semble un peu accessoire. Non, pas tant que ça, parce que c'est au cœur de tous les processus qu'on est en train d'utiliser. La manière d'une société comme Nvidia qui valait 10 milliards de dollars il y a 10 ans, est en train de devenir la société qui vaut le plus cher du monde. En quelques jours, cette société approche 3 000 milliards. Pourquoi? Parce qu'elle fabrique les éléments, les puces, qui vont être dans les calculateurs, qui vont être dans les data centers, c'est-à-dire de tous ceux qui ont compris ce qu'on disait tout à l'heure. Vous y êtes ou vous y êtes pas. Si vous êtes dans l'ancien monde en disant « Ah non, moi ce qui m'intéresse c'est savoir combien il y a de clients dans l'hôtel ». Oui, ok, t'as raison, c'est important. Mais sauf que si tu n'as pas compris pourquoi à côté tu as cette création de valeur énorme, eh bien tu seras à l'écart. Donc c'est ça, je pense, l'idée qu'on va essayer de faire passer, et c'est l'idée que tous les chefs d'entreprise partout dans le monde, et en particulier dans un pays comme la Tunisie, qui a toutes les chances pour être dans ce grand changement, c'est l'idée que tout chef d'entreprise, quel qu'il soit, doit avoir, et doit dire « je me lève, je pense à ça. Je me couche, je pense à ça. Je recrute mes équipes, je parle de ça. » Et j'essaie sans arrêt de regarder comment je me projette dans ce nouveau modèle, dans ce nouveau monde. Accessoirement, c'est comme ça que vous allez recruter. Accessoirement, c'est comme ça, vous, chef d'entreprise, que vous m'écoutez. Quand vous allez parler à vos adolescents en rentrant à la maison, ils vont vous dire « Papa, maman, j'aime le métier que tu fais. » Et pour conclure, alors, pour ceux qui viennent se joindre à nous, en une phrase, comment vous le voyez, ce modèle économique, ce nouveau modèle économique? Vous voyez, c'est une phrase, hop, c'est une gageure. En une phrase, modèle de croissance. Croissance durable universelle, permettant à chaque humain de vivre mieux, de vivre plus vieux. Les vecteurs de succès de ce modèle pour vous? L'innovation, la science et l'innovation. Accepter tous les nouveaux outils, les outils les plus disruptifs, parce que si vous voulez changer de modèle, vous ne pouvez pas vous passer de la science, sinon vous ferez du changement cosmétique, quelque chose d'apparence, et pas un vrai changement. Et comment vous voyez son évolution à long terme? Si quelqu'un devait écouter cette interview dans 20 ans, ou je sais même plus ce que ça sera le long terme. Le long terme, si ça se trouve, ça sera beaucoup plus court. Je pense que dans 20 ans, il dira « Mais ça y est, c'est fait. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ça y est, nous y sommes. » Parce que je crois. Mais comment vous voyez l'évolution de ce nouveau modèle? Je crois que cette évolution va être absolument radicale. Je crois que l'humanité est dans une course pour inventer un nouveau modèle ou pour se perdre dans l'ancien.
Perdre dans l'ancien, ça veut dire la guerre, ça veut dire cette espèce de réticence à aller vers quelque chose de radicalement nouveau. Alors que probablement, et moi je le pense et je le porte vraiment profondément, et je sais que c'est l'ADN des jeunes dirigeants ici en Tunisie, je suis persuadé que sur le terrain, on est déjà en train d'inventer ce nouveau modèle. Et on va continuer la discussion بعد شوية في برنامجكم Expresso avec d'autres invités مع ضيوف آخرين. Je suis sûr qu'ils étaient à l'écoute et justement on va pouvoir continuer maintenant cette discussion avec des membres du CJD ou des personnes qui étaient présentes à l'événement. شكرا ليك. شكرا. Et merci Philippe Dessertine أستاذ الاقتصاد بالسوربون في اختصاص المالية. اقعدوا معنا مواصلين في حلقة خاصة اليوم نحكي على التحولات اللي صايرة في الاقتصاد معناتها بصفة عامة اليوم راجعين.